passons au deuxième chapitre, la dura mater, la méninge, qui va donner toute son unité à cette fosse postérieure. Je vais refaire ces deux schémas en n'indiquant plus maintenant que de façon très rapide les limites osseuses. C'est toujours une vue supérieure de la fosse postérieure, la calvaria ayant été retirée. En arrière, ici, la tubérosité iliaque et la limite de l'étage moyen avec l'étage postérieur, avec les apophyses clinoïdes postérieures, l'incisura nervide trigémini et l'arête, n'appuyez pas trop fort, l'arête de l'os pétreux. Voici l'étage moyen de la base du crâne et là-bas vers l'avant, la selle turcique avec les apophyses clinoïdes antérieures. Sur ce schéma, nous allons esquisser le foramen magnum de cette façon. La dura mater va constituer une limite très importante que va être le toit de la fosse postérieure. Et en s'insérant sur les apophyses clinoïdes antérieures pour constituer ce qu'on appelle encore la petite circonférence de la tente du cervelet, tentorium cerebelli, et la grande circonférence de cette même formation tentorielle du cervelet. La grande circonférence, comme vous le voyez, va s'insérer sur l'arête du rocher entre la portion horizontale et la portion abrupte, verticale. Bien sûr, comme je l'esquisse, mais ce n'est pas notre propos aujourd'hui, la dura mater va là entourer l'hypophyse, fermer la selle turcique, va sur les côtés constituer les parois du sinus caverneux, va pouvoir s'épaissir pour donner ce ligament pétrosphénoïdien de Gruber quelquefois, et va recevoir là l'entrée des nerfs moteurs oculaires que sont le 3, le 4 et la 6e paire. La durmère forme dans le plan horizontal, dans sa direction générale, légèrement ascendant vers le dedans, comme nous allons mieux le voir sur les coupes dans un instant, la dura mater forme la tente sur laquelle, sur cette vue dorsale, je montre l'implantation de la falx cérébri, de la faux du cerveau, dans l'épaisseur de laquelle, voici en arrière l'arrivée du sinus longitudinal supérieur, en avant l'arrivée du sinus longitudinal inférieur et de l'ampoule veineuse de Galien, avec posé sur la face supérieure dans le dédoublement durmérien le sinus droit, mais ceci est au-dessus, ceci est dans l'étage moyen de la base du crâne. Sur ce schéma, je vais rappeler la gouttière basilaire, l'empreinte de l'artère vertébro-basilaire qui est posée sur l'os, et je vais maintenant densifier l'orifice qu'on appelle l'incisura tentori, l'incisure de la tente qu'on appelle aussi classiquement le foramen ovale de Paccioni. C'est en effet par là que le tronc cérébral va arriver à la face inférieure du diencéphale. Et sur ce premier schéma, je voudrais insister sous la forme de ces deux flèches, droite et gauche, sur le caractère fermé de la fosse postérieure, sauf bien sûr en regard de cette incisure de la tente qui est la seule façon de passer de l'étage postérieur de la base du crâne vers l'étage moyen et antérieur de la base du crâne, comme va le faire d'ailleurs le mésencéphale. Il y a donc deux moitiés, droite et gauche, dans cette fosse postérieure, et c'est ce que nous allons voir sur le deuxième schéma, qui est la reprise de la coupe sagittale, ventro-dorsale, de la fosse postérieure, où nous y retrouvons le clivus, avec
la pente clivienne avec le basis occipital, le basis post-sphénoïde, avec la selle turcique, puis l'apophyse clinoïde postérieure, profilée latéralement vers le jugum sphénoïdalé. Voilà le trou optique avec l'apophyse clinoïde antérieure. Puis, voici vers l'arrière l'écaille de l'occipital avec la bosse iliaque et l'ouverture du foramen magnum. Voici la danse et le corps de l'axis, de la deuxième vertèbre cervicale. Voilà l'arc antérieur de l'atlas. La face ventrale est dans ce plan, la portion crâniale à ce niveau, et voici en arrière l'apophyse épineuse de l'atlas, l'apophyse épineuse de l'axis bituberculeuse L. Voilà, rappelé vers le haut avec l'incisura nervi trigemini, l'arête de l'os pétreux, et esquissé très rapidement le méa acoustique, le conductif interne, le foramen jugulare, le conduit auditif, le canal condylien antérieur. Voici comment la dura mater, d'origine rachidienne, périmédulaire, est montée dans l'étage postérieur de la base du crâne, puis va tapisser la selle turcique. Cette dura mater, formant un étui continu, qui va, comme nous l'avons expliqué, sur l'arête du rocher, constituer la grande circonférence de la tente du cervelet, alors que sur l'apophyse clinoïde antérieure vient ici s'implanter la petite circonférence de cette tente du cervelet, qui est donc coupée dans ce plan sur la ligne médiane, la dura mater, se prolongeant bien sûr à l'étage moyen de la base du crâne. Voici l'arrivée du sinus veineux longitudinal supérieur dans ce confluent veineux important qu'est le pressoir d'aérophile, qui peut être dédoublé, variable, dans lequel nous verrons aussi arriver les veines occipitales en direction du plexus veineux, mais ça n'est pas le but. Ici, c'est pour présenter la limite. Et voilà, sectionné sur la ligne médiane, la moitié droite de la tente du cervelet. Voici la tranche de section de la petite circonférence. Puis voilà la portion horizontale sur la face supérieure de laquelle nous avons fait cheminer tout à l'heure le sinus droit et dans la partie antérieure l'ampoule de Gallien. Cette formation tentorielle va servir au-dessus, même si ce n'est pas notre propos aujourd'hui, d'implantation dans le plan septal, dans le plan sagittal de la falx cérébri, de la faux du cerveau, qui, comme je vais maintenant le montrer par cette seconde flèche, divisera la boîte crânienne à l'étage moyen et antérieur du crâne en deux moitiés pour chaque hémisphère cérébral, droit et gauche, au-dessus de la tente du cervelet. Par contre, ici en dessous, et beaucoup plus étendue à la partie inférieure qu'à la partie supérieure, va se trouver une autre formation falciforme, la falx cerebelli, la faux du cervelet, qui va, à l'image de la faux du cerveau au-dessus, s'immiscer entre les deux hémisphères cérébelleux, comme nous le verrons tout à l'heure, à la partie dorsale, dans ce qu'on appellera l'incisure marsupiale du cervelet, et à la partie inférieure, à la partie caudale, dans ce qu'on appellera la vallée
la vallecula cerebelli, la vallécule cérébelleuse inférieure. C'est-à-dire que dans cette fosse postérieure, qui est toute tapissée par la dura mater, comme je le simule maintenant, il y aura aussi deux moitiés, certes moins nettes que tout à l'heure, droite et gauche, de chaque côté de la faux du cervelet. Et la dura mater va être soulevée, et pour cause, puisque le sinus veineux latéral va être contenu dans un dédoublement de la dure mère, mais la dura mater va aussi accompagner les éléments nerveux pour venir constituer à l'étage moyen de la base du crâne ce qu'on appelle le cavum de Meckel autour du nerf trijumeau, car, comme je vous l'ai expliqué, ce nerf trijumeau est issu de la fosse postérieure, poussé secondairement dans l'étage moyen de la base du crâne, et il emmène avec lui son repli durmérien. C'est ce qui va expliquer le double feuillet durmérien qu'on décrit au niveau du cavum de Meckel à l'étage moyen de la base du crâne. Bien sûr, autour de chacun des éléments nerveux qui vont sortir, par exemple, par le meilleur acoustique, le 7, le 7 bis et le 8 vont avoir aussi un de ces prolongements en culotte de golf, entre guillemets, méningés, qui les accompagnent. Enfin, parmi les éléments importants que nous pouvons maintenant montrer, pénétrant dans cette fosse postérieure, issue latéralement du canal creusé dans les apophyses transverses des vertèbres du rachis cervical, voici ce qui donne aussi une unité à cette fosse postérieure, le tronc vertébro-basilaire. Coupé sur la ligne médiane, voici l'artère vertébrale gauche qui rejoint, là aussi avec des variations individuelles, l'artère vertébrale droite pour donner ce tronc vertébro-basilaire. Et c'est l'un des arguments pour étudier ensemble tout ce qui va être contenu dans cette fosse postérieure, parce que tous ces éléments vont être vascularisés à partir de cet apport d'origine subclavier. C'est aussi ce qu'il faut expliquer d'emblée à vos étudiants qui donnent toute la gravité des traumatismes de la base du crâne. C'est lorsque, en des phénomènes de décélération rapide, le tronc va venir s'écraser sur le clivus, sur cette pente du dorsum cellé. Le tronc basilaire et ses collatérales vont être lésés, donnant les hémorragies du tronc cérébral, dont nous parlerons un petit peu plus tard avec la pathologie. Et vous voyez ici cette fosse postérieure qui, pour rejoindre tout à l'heure le schéma de la vue du dessus, correspond avec l'étage moyen de la base du crâne par ce trou dont la moitié droite est sur cette coupe qui est l'incisure de la tente, l'incisure tentorielle, le foramen ovale de Paccioni, qui communique, comme cette autre flèche veut le montrer, vers le bas avec le canal médulaire, le canal rachidien périmédulaire. C'est en quelque sorte, et cela sera aussi repris cet après-midi avec la morphogénèse, c'est en quelque sorte une bouteille à deux goulots. Il y a le goulot médulaire, une dilatation qu'est la fosse postérieure, et le goulot de l'incisure de la tente. Et sur les coupes qui vont suivre, nous allons montrer l'intérêt pour comprendre ce que seront les phénomènes d'engagement. Engagement de la 5e circonvolution temporale du cerveau qui glisse dans l'incisure de la tente, ou engagement de l'amygdale cérébelleuse, du tonsil cérébelleux qui glisse dans le foramen magnum. Donc on a là une cavité qui est parfaitement close, et je vais mettre en place 3 coupes frontales, transversales. La première, grand A, passant par la partie toute postérieure. Sur cette coupe, la portion crâniale et la portion latérale gauche étant dans ce plan, la fosse postérieure osseuse n'est pas très étendue. Sa paroi est constituée à la partie supérieure par l'écaille
de l'occipital, puis latéralement par une petite portion de l'os temporal avec ici hachuré l'arête la plus postérieure du rocher et à nouveau vers le bas la portion rétro-foraminale de l'occipital. La dura mater tapisse tout l'intérieur de la boîte crânienne, va à la partie supérieure qui ne nous intéresse pas directement aujourd'hui se dédoubler pour contenir dans son épaisseur le sinus veineux longitudinal supérieur, en haut pour contenir en bas le sinus veineux droit et pour ainsi séparer les deux hémisphères cérébraux gauche et droit esquissés à l'aplomb de leurs lobes occipitaux qui sont au-dessus de la fosse postérieure. Celle-ci va être tapissée donc par la même dura mater qui, à la partie basse, va également se dédoubler pour envoyer la falsque cerebelli, la faux du cervelet, dans le dédoublement de laquelle faux va être contenu le sinus veineux postérieur, occipital postérieur. Nous sommes ici à l'aplomb du vermis cérébelleux que je vais également hachurer, qui sépare donc les deux hémisphères cérébelleux, gauche et droit, avec les circonvolutions cérébelleuses. Dans la partie la plus postérieure, ici, en regard de la paroi occipitale, nous sommes tout près du coude du sinus veineux latéral qui est lui aussi contenu dans ce dédoublement de la dura mater et que nous allons retrouver sur les coupes les plus postérieures. Sur l'arête du rocher, nous pourrions, à la limite, trouver ici l'arrivée du sinus pétreux inférieur qui va, dans la partie la plus basse, rejoindre le sinus latéral. Nous allons mettre en place une seconde coupe, toujours frontale, passant un peu plus en avant et passant en particulier par la moitié dorsale du foramen jugulare. La deuxième coupe, avec toujours les mêmes repères, la portion crâniale et la portion latérale gauche, nous montre maintenant une fosse postérieure qui est un peu plus volumineuse et surtout la coupe va passer par le foramen magnum qui, de chaque côté, est encadré par l'os occipital. Latéralement, voilà la suture pétro-occipitale et la coupe, maintenant, de la partie la plus postérieure du foramen jugulare, du trou déchiré postérieur. Latéralement, l'os temporal va maintenant présenter vers le haut le squamosal, qui est ici articulé avec l'os pariétal, lequel présente la suture médiane avec le pariétal contralatéral. Voici de l'autre côté, donc, l'écaille du temporal droit et le rocher à l'aplomb duquel nous allons figurer, à gauche maintenant comme à droite, la tranche de section des cellules entrales, des cellules pétromastoïdiennes. Nous sommes ici donc à l'émergence du golfe de la veine jugulaire interne au moment où le sinus veineux latéral va sortir du crâne pour se prolonger par cette jugulaire interne. Nous allons rappeler en dessous la tranche de section
des deux arcs latéraux de l'atlas de la première vertèbre cervicale. Et là, encore, la dura mater, l'étui durmérien méningé rachidien va pénétrer dans la fosse postérieure. La dura mater va tapisser cette fosse postérieure, va bien sûr se dédoubler latéralement autour de ce golfe de la jugulaire interne, puis va remonter maintenant et va, en regard de l'arête du rocher, loger dans son épaisseur le sinus veineux pétreux supérieur qui va drainer le sinus caverneux à l'intérieur du sinus latéral. À la partie supérieure, et toujours pour mémoire, voici la dura mater crânienne qui ne nous intéresse pas, cérébrale, qui ne nous intéresse pas directement, avec toujours dans son dédoublement le sinus veineux longitudinal supérieur et le sinus droit à la partie inférieure. Là encore, nous sommes à l'aplomb des hémisphères cérébraux, gauche et droit, sectionnés en regard des lobes temporaux, mais ceci constitue le rapport supérieur de la fosse postérieure. La fosse postérieure va être marquée toujours au centre par la portion la plus ventrale du vermis cérébelleux. Sur le côté, on y retrouve les hémisphères cérébelleux et vers le bas, appendu sous ces hémisphères, le tonsil, l'amygdale cérébelleuse. Voilà la partie postérieure du mésencéphale qui apparaît vers l'avant. Voici la moelle dilatée, la portion haute de la moelle épinière, la medulla oblongata, et nous allons également montrer de la sorte la pénétration dans l'étui méningé de la fosse postérieure de ce rapport artériel essentiel qu'est l'artère vertébrale. À ce niveau, la fosse postérieure est encore complètement fermée, communiquant simplement vers le bas par le foramen magnum, dans lequel, comme je le figure par cette flèche et comme nous y reviendrons sur la troisième coupe, le tonsil, l'amygdale cérébelleuse vont pouvoir s'engager. Nous allons maintenant pratiquer une troisième coupe, grand C, qui est une coupe oblique, verticale elle aussi, passant à la fois par l'incisure de la tente et passant par le foramen magnum. Sur la troisième coupe, plus antérieure, avec toujours les mêmes repères, le côté crânial et le côté latéral gauche, la paroi crânienne est maintenant simulée à l'aplomb de l'os occipital et tout particulièrement ici à l'aplomb des condyles de l'occipital, droit et gauche, qui vont entrer en articulation avec les cavités glénoïdes de l'atlas, les cavités glénoïdes de la première vertèbre cervicale. Nous allons latéralement, bien sûr, retrouver l'os occipital, retrouver l'os temporal, la portion squamosale, l'articulation avec les deux pariétaux, et nous allons sur la face endocrânienne, bien sûr, maintenant, montrer le rocher dont la face supérieure va être marquée par la surélévation dans son épaisseur, avec quelques cellules entrales, de l'eminentia arcuata, c'est-à-dire de la portion vestibulaire qui est incluse dans cet os pétreux. Ici, la dura mater, méningée médullaire, rachidienne, va pénétrer dans la fosse postérieure, va
latéralement se dédoubler autour du sinus veineux latéral, puis légèrement oblique vers le haut, va maintenant, et le dedans va maintenant ménager l'incisure de la tente, le foramen ovale de Paccioni, ce que nous allons représenter de l'autre côté. Puis la dura mater, bien sûr, va, se dédoublant toujours à la partie supérieure pour loger le sinus longitudinal supérieur, va plonger entre les deux hémisphères cérébraux droit et gauche, voilà la falx cérébri, et va loger maintenant le sinus longitudinal inférieur dans son épaisseur. Nous avons toujours le sinus pétreux supérieur qui chemine dans l'arête du rocher, dans la gouttière qui est creusée sur l'arête du rocher. Voici latéralement le sinus veineux latéral. Et voilà donc la communication entre la fosse postérieure et l'étage moyen de la base du crâne. Si nous montrons maintenant les cavités axiales et pendimaires, celle-ci va être marquée à la partie médiane et tout d'abord basse par la lumière du quatrième ventricule cérébral qui est ici ouvert, puis l'aqueduc du mésencéphale, l'aqueduc de Sylvius, et plus haut le troisième ventricule cérébral qui ne nous intéresse pas non plus dans cette partie de programme, avec les radiations du corpus callosum, du corps calleux, avec les hémisphères cérébraux gauche et tout particulièrement dans ce plan la cinquième circonvolution temporale, latéralement la scissure de Sylvius, et à la partie inférieure, donc, la moelle, puis la medulla oblongata, le bulbe rachidien, sur le côté, ici, l'amygdale cérébelleuse, et nous allons retrouver, bien sûr, latéralement, les deux hémisphères cérébelleux, cérébelleux gauche et cérébelleux droit, hémisphères qui, vers le haut maintenant, nous permettent de montrer la partie postérieure du mésencéphale. Voici le tonsil, voilà l'amygdale cérébelleuse, et pour reprendre cette comparaison avec une bouteille à deux goulots, la fosse postérieure ici communique en haut avec l'étage moyen, en bas avec la cavité médullaire. C'est par là que vont se faire ces engagements cérébelleux, l'engagement du tonsil, déjà évoqué sur la coupe précédente, et vers le haut, l'engagement à travers l'incisura de la tente du cervelet, à travers ce foramen ovale de Paccioni, l'engagement de la cinquième circonvolution temporale. Et c'est là que va se faire l'engagement du lobe temporal, du cinquième lobe temporal, dans l'orifice supérieur de la fosse postérieure.